Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver ce soir à 18h30 en direct, bien sûr, dans le studio de Boursorama pour le quatrième, et déjà avant-dernier numéro de cette série de webinaires organisés tout au long de cette semaine de l'éducation financière. Alors, on a évoqué quoi cette semaine? On a évoqué les débuts de l'investissement, on a parlé du PEA, le plan d'épargne en action, pour bien commencer à investir en bourse. On a vu hier comment on pouvait faire le tri entre le bon et le moins bon du côté des finfluenceurs. Et vous pourriez vous dire, tiens, ça concerne quand même pas mal les jeunes, tout ça, c'est vrai, pas que, mais c'est vrai. Et puis ça tombe bien parce que c'est aussi le cas du sujet de ce soir, puisqu'on va voir que la retraite, eh bien oui, ce n'est pas qu'un truc de vieux. Voilà, et pour en parler avec moi, sont présents sur le plateau deux visages qui vous sont d'ailleurs déjà familiers si vous êtes un habitué, un fidèle des rendez-vous Bourse-Banque. Tatiana Cellier, responsable pôle banque privée, ingénierie patrimoniale et de fortune chez Société Générale. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Et Rémi Filipovic, chef de produit marketing, épargne et placement. Bonsoir Rémi. Bonsoir Laurent. Et là, vous vous dites... Bien sûr, moment d'échange, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en direct, mais la question qui peut là tout de suite se poser, c'est mais finalement pourquoi on a ce webinaire, pourquoi on parle retraite, puisque le système français, quand on est citoyen français, est un système de répartition, comprendre les actifs cotisent pour les passifs, pour le dire autrement, les travailleurs actuels cotisent pour les retraités actuel. Oui, sauf que on voit bien que ce système a ses limites et ses problèmes, notamment celui du déficit lié à plusieurs facteurs. D'un côté, l'augmentation des pensions moyennes, à l'augmentation aussi de l'espérance de vie et donc de la durée de versement des retraites et à une progression du nombre de retraités par rapport au nombre de cotisants. Ce déséquilibre, il a déjà entraîné plusieurs réformes, souvent d'ailleurs mal vécues, et le sujet et d'autant plus d'actualité que se tenait cette semaine un conclave chargé d'étudier les pistes d'amendement à la dernière réforme en date qui avait notamment repoussé l'âge de départ en retraite à 64 ans, conclave qui d'ailleurs a bien du mal à se tenir avec les différents partenaires sociaux. Et pourtant, et là aussi, on n'est pas à l'abri d'un paradoxe côté français, quand on interroge les gens, on a des données du baromètre 2025 du CERN de l'épargnant qui nous montrent que quoi? Eh bien que 58% des Français, 58% d'entre nous, y compris autour de la table, eh ben on est inquiets pour nos retraites, c'est plus 8 points en un an. Et puis c'est un taux qui atteint 66% parmi les non-retraités contre 37% parmi les retraités actuels. Là aussi, parmi les solutions envisagées, alors que ça fait polémique dans le débat public, 55% des Français estiment que pour assurer la viabilité du système, il faudrait développer des fonds de pension. Enfin, près de 6 non-retraités sur 10 estiment qu'ils ne disposeront pas de ressources suffisantes à leur retraite. Alors voilà, le débat est posé. D'un côté, un grand attachement au système de répartition, difficulté d'envisager autre chose, voire d'ajouter de la capitalisation, et en même temps, inquiétude sur l'avenir de nos retraites. Ce qui nous ramène à un sujet de départ, il n'est jamais trop tôt pour se préoccuper de sa retraite. D'ailleurs, Tatiana, on peut peut-être commencer par expliquer, ça peut être éclairant de voir quels sont les différents piliers actuels du système de retraite en France. Alors, effectivement, revenons sur la base. La base, tout à fait. Les trois piliers. Il y a trois piliers dans le système de retraite actuellement en France. Donc, tu parlais en fait de régime de répartition. Oui. Donc, dans les régimes de répartition, on va retrouver donc, ce qui est la retraite obligatoire, donc le pilier 1 et le pilier 2. Donc, retraite de base, pour vous donner un exemple, ça va être la sécurité sociale, et retraite complémentaire, Agirc-Arrco. Donc, je reviens pas dessus. Donc, ça, c'est le régime... Ça, c'est connu. Hein, c'est connu, tout à fait. C'est obligatoire. Donc, a priori, tout le monde a une retraite de base et une retraite complémentaire. Donc, c'est le pilier 1 et le pilier 2. Tout à fait, voilà. Jusqu'à présent. Le pilier numéro 3, donc là, on quitte la retraite obligatoire pour entrer dans la retraite facultative. Donc, c'est le pilier 3. Dans ce pilier 3, donc, je parlais de retraite par répartition. Donc là, on va rentrer dans le monde de la retraite par capitalisation. Donc, capitalisation, c'est quoi? En fait, je vais me constituer ma propre retraite. Ce pilier 3 aussi, c'est aussi le périmètre du plan d'épargne retraite, le fameux produit que je pense dont vous avez tous entendu parler. Et dont on a déjà pas mal parlé sur ce plateau. Tout à fait. Alors dans ce troisième pilier, ce qu'il faut savoir, c'est que la retraite, elle peut être faite par mon entreprise, donc la retraite complémentaire collective. Donc là, comment ça se passe concrètement? C'est l'entreprise qui va me ouvrir un plan d'épargne retraite pour m'accompagner dans ma retraite future. Et après, j'ai aussi ma retraite supplémentaire individuelle. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'entreprise. Cette fois-ci, ça va être moi-même qui vais ouvrir un plan d'épargne retraite pour me constituer un complément de retraite à la retraite. Donc vous voyez, en fait, on a
deux piliers, donc une première partie par répartition obligatoire, et on a aussi du facultatif qui est de la capitalisation. Voilà, plusieurs dispositifs qui s'empilent les uns sur les autres, c'est pas toujours facile à comprendre. Rémi, on a choisi dans ce webinaire, nous, de se focaliser sur le plan d'épargne retraite parce que c'est justement ce qu'on considère comme l'un des meilleurs moyens actuels pour préparer sa retraite. Justement, il va falloir rappeler pour qui et pourquoi, de questions simples, le PER, le plan d'épargne retraite, aujourd'hui. Alors pour qui? C'est très simple. Tout le monde? Presque. Hein. Quasiment. Toute personne physique majeure, sans condition liée à sa situation professionnelle, qu'on soit salarié ou travailleur non salarié, voire même demandeur d'emploi, peut souscrire un plan d'épargne retraite. La seule, il y en a quand même une, c'est de ne pas être retraité. L'objectif, c'est quoi? C'est de se constituer un complément de revenus pour préparer sa retraite. Les revenus sont plus faibles, généralement, par rapport à ses revenus pendant l'activité professionnelle lorsqu'on arrive à la retraite. Donc l'objectif, c'est de profiter de sa période d'activité professionnelle pour se préparer un capital qui servira à rapporter un complément de revenus une fois que cela arrivera. Alors, petit plus sur le PER, c'est que les versements bénéficient aussi d'un avantage fiscal, un petit coup de pouce de l'État qui permet que les versements soient déduits des revenus imposables l'année d'après. Bon, et ça, effectivement, ça rentre aussi dans l'intérêt forcément du produit. On va avoir l'occasion d'en reparler. Si on rentre dans le détail, pour bien comprendre, Rémi, avec vous, comment fonctionne ce PER dans sa caractéristique globale? Alors, c'est relativement simple. Il y a deux phases. Il y a une première phase qui va être la phase d'alimentation du contrat. Pendant celle-ci, vous pourrez faire donc des versements, soit de manière ponctuelle, soit de manière régulière, tous les mois ou tous les trimestres. Il existe d'ailleurs deux compartiments, soit vous les faites des versements qui sont déductibles, c'est-à-dire ceux que j'ai cités avant qui bénéficient de cet avantage fiscal. On peut aussi opter pour des versements qui ne bénéficient pas de cet avantage fiscal. Le pourquoi en faire, c'est juste que la fiscalité lorsqu'on retirera sera différente, mais on verra peut-être ça plus tard. Vous pouvez aussi l'alimenter par le biais de transferts, donc par des dispositifs que vous avez déjà souscrits auprès de d'autres établissements. Sur le même type, des dispositifs précédents, parce qu'il y avait aussi un florilège avant de dispositifs. Tout à fait. En 2019, ça a été un peu harmonisé via un PER qui centralise tout ça. Tout à l'heure, Tatiana parlait des fameux PER collectifs ouverts par l'employeur. Ça peut être transféré dans le cadre de votre PER1 individuel. Alors, PER1, c'est plan d'épargne retraite individuel. Pour bien expliquer les acronymes. Tout le monde reste avec nous ce soir. Voilà. C'est ça. Et puis également, ce qui est PER obligatoire. Alors, juste une petite astuce par rapport à ce transfert. Vous pouvez retrouver toutes les références de ces contrats en allant sur le site inforetraite.fr, qui est très bien fait, qui donne beaucoup d'informations, et notamment celles qui sont utiles si vous souhaitez faire ce transfert. Ouais, on peut déjà voir où on en est et se dire, tiens, il me reste encore quand même un paquet de trimestres à cotiser. Entre autres, exactement. Mais effectivement, ça vaut le coup. Allez voir sur InfoRetraite, il y a beaucoup d'informations, dont celles évoquées par Rémi. Bon, oui, un dernier point, vous vouliez ajouter? Oui, pour continuer sur cette phase d'alimentation, il faut une chose qui est très importante à avoir à l'esprit, c'est que les fonds sont bloqués pendant cette période. Vous ne pouvez pas retirer aussi simplement que sur un livret, par exemple. Même s'il existe des cas d'exception où on peut sortir pendant cette période-là, donc soit des cas de force majeure, où on se trouve dans une situation financière, on va dire, difficile qui nécessite de le faire. Je ne vais pas les énumérer tout de suite. Et un autre qui est celui de l'achat de la résidence principale. Donc vous pouvez, pour ce motif-là, retirer de votre PER. Attention néanmoins, la fiscalité à la sortie peut être assez lourde. Ce n'est pas un contrat qui est fait pour ça. C'est une souplesse qui est octroyée. C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce sont un peu des cas de force majeure, on va dire, mais que l'idée, c'est quand même de ne pas les activer et de bien avoir en tête que c'est un produit long pour justement préparer sa retraite. Ça, c'est pour le fonctionnement du PER en général. En termes d'alimentation, à la sortie, comment ça marche? Trois façons, soit sous forme de rente, c'est-à-dire un montant régulier que vous percevez à votre retraite, quasiment fixe. Enfin, il existe plusieurs modes de rente différentes, mais globalement, c'est un complément de revenu que vous percevez. Un petit peu chaque mois. Exactement. Un complément de revenu, exactement, mensuel. Soit sous forme de capital. On peut le retirer à 100% sous forme de capital, soit les deux, une partie en capital et une partie en rente. Ça aussi, je pense que c'est un petit progrès, Rémi, par rapport aux autres dispositifs qui étaient moins souples là-dessus. Exactement. Et ça pouvait être un petit peu dissuasif. Effectivement. Ça, c'est pour le fonctionnement du PER. On l'a vu, alimentation, durée de fonctionnement, sortie. Le PER, le PER1 chez Boursorama, c'est Matelas. Les caractéristiques de Matelas? Alors déjà, il faut savoir que c'est un contrat qui est très accessible. C'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir à partir de 150 € de versement initial
et ou des versements programmés mensuels de 50 €. Alors, ça peut être des versements trimestriels de 150, après vous l'adaptez comme vous voulez. Et puis l'autre aspect de ce contrat qui était pratique, c'est la quasi-totalité des opérations qui sont digitales, qui se font en ligne, donc à distance. La seule qui ne se fait pas, c'est les cas de sortie qu'on a énumérés juste avant. On a en plus différents types de modes de gestion et là aussi ça ajoute de la souplesse pour préparer au mieux sa retraite. Après, à choisir. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ouvre, c'est bien, mais sur quoi j'investis finalement? Et comment j'investis surtout? C'est la question qui revient sur tous les produits, tous les webinaires qu'on peut avoir. Bien sûr, parce que ce qui est assez légitime. Alors, soit vous êtes assez averti, vous sentez assez capable de pouvoir sélectionner vous-même les fonds sur lesquels vous allez investir. Dans ce cas-là, c'est la gestion libre qui est faite pour vous. On propose plus de 60 supports d'investissement, je ne vais pas tous énumérer, mais des OPCVM, des ETF, des supports immobiliers, etc. Vous pouvez également investir sur du support sécurité euro qui apporte un rendement garanti. À titre d'exemple, on a versé 3,5% l'année dernière sur ce support sécurité euro. Vous pouvez même aller jusqu'à 5% selon le montant du versement. Alors, juste une chose néanmoins, en gestion libre, vous ne pouvez pas verser plus de 40% sur du support sécurité euro. C'est forcément répartition. D'accord. Chez Boursorama en tout cas. Si néanmoins, vous n'êtes pas très à l'aise, vous ne savez pas tellement sur quoi investir, et puis vous n'avez pas forcément le temps non plus de vous en occuper, vous avez la gestion pilotée qui est faite pour vous. Alors, on vous accompagne déjà dans le choix de la répartition des supports. C'est BlackRock, une maison très reconnue qui s'en charge. Donc, il va sélectionner les supports et surtout va choisir la répartition entre eux et va progressivement, au fil du temps, les arbitrer, c'est-à-dire modifier cette répartition au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite pour sécuriser votre placement. C'est ce qu'on appelle la gestion pilotée à horizon, hein, c'est ça? Exactement. Et une deuxième chose, on a le choix entre 3 profils. Soit on a le profil prudent, équilibré ou dynamique. Alors pour sélectionner ce profil, pareil, on vous accompagne quand vous commencez le parcours d'adhésion. On vous pose quelques questions sur votre situation et puis votre appétence au risque. Et en fonction, on vous propose un profil qui semble le plus adapté à votre situation. Et enfin, dernière chose, sur la gestion pilotée, qui est quand même un petit plus, ça a été récompensé parmi les mandats les plus performants du marché en 2023 par Good Value for Money. L'année dernière, ces mandats ont proposé une performance de 10% pour le prudent à 15,8% pour le profil dynamique. Bon, et c'est le moment où je précise bien sûr que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Tout à fait. Mais en attendant, voilà, il y a quand même eu cette récompense. On le sait, c'est une épargne de long terme. Et ce qu'on n'aime pas dans une épargne de long terme, c'est qu'elle se fasse grignoter par les frais. Parce que voilà, on sait que ça pèse au fur et à mesure des années. C'est pour ça que je pense chez Boursorama qu'on a fait très attention à cet aspect. Effectivement, c'est un aspect sur lequel on fait souvent d'ailleurs attention. C'est vrai. Chez Boursorama, c'est une marque de fabrique. Effectivement, il n'y a pas de frais lorsque vous versez, il n'y a pas de frais lorsque vous faites des arbitrages, c'est-à-dire des modifications de support. Il n'y a pas de frais quand vous sortez, pas de frais non plus quand vous rachetez. Alors sur RRH non plus, les RRH c'est quoi? C'est le versement des rentes lorsque vous êtes à la retraite, il n'y a pas de frais non plus. Il y a en revanche uniquement des frais, ce qu'on appelle des frais de gestion sur les encours qui sont pris tous les ans, donc c'est 0,5% pour la gestion libre. Et pour la gestion pilotée, alors tout compris, j'insiste là-dessus, tous les concurrents ne le précisent pas toujours, tout compris, ça va de 0,90, un peu plus de 1,02 en gestion horizon retraite. Bon. Et petit bonus. Oui, je fais un petit truc en bas de la slide là. Et ouais, super intéressant. Pour l'éducation financière, pour remercier nos auditeurs, jusqu'au 31 mars 2025, vous avez 50 € qui sont offerts pour toute première adhésion à un Perrin Matelas et avec un versement minimum de 500 €. Bon, ben voilà, on le rappelle. Donc le code offre, il indique à l'écran, EDUCFI 25. EDUCFI 25 pour 50 € offert pour toute première adhésion avec un versement minimum de 500 €. Rémi, l'intérêt de ce produit, on l'a vu, il est aussi fiscal. Mais bon, c'est bien beau de le dire comme ça. Quand on est concerné, on se dit, ok, mais qu'est-ce que concrètement ça signifie pour moi? Un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. Vous nous laissez une petite simulation de voir ce que ça vous pouvait donner pour un épargnant, combien ça pouvait signifier pour lui très concrètement. Ben exactement. Je vais vous prendre l'exemple de Louis. On va faire simple, il est célibataire et il a perçu des revenus de 60 000 € en 2024. Alors après, j'ai un peu abordé aussi la façon dont sont imposés les revenus. Alors déjà, un salarié bénéficie d'un abattement de 10% sur ses revenus déclarés. Donc son revenu imposable est 60 000 € moins 10%, c'est-à-dire 54 000 €. Oui. Ça, c'est les revenus qui vont être soumis à l'imposition.
Comment ça marche? Ça fonctionne par tranche d'imposition, en commençant de la plus basse à la plus élevée, un peu sous système de vase communicant. C'est-à-dire que les 11 497 €, vous voyez à l'écran, vont être imposés à 0, les suivants à 11%, et ainsi de suite. Ce qui est important de regarder, c'est quelle est notre tranche marginale d'imposition. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la tranche d'imposition la plus élevée à laquelle vont être imposés vos revenus. Dans le cas de Louis, qu'on voit à l'écran, il a donc des revenus imposables de 54 000 €. On voit bien que la tranche marginale, le taux d'imposition max de ces revenus, c'est 30%. Oui. C'est ça, la tranche marginale d'imposition. Donc si je reprends son cas de figure et qu'on estime son impôt, s'il n'avait pas versé sur le périmètre là, il aurait payé un impôt de 9 794 €. Okay. On va prendre le cas où il verse 5 400 €. Alors 5 400 €, le chiffre n'est pas anodin, ça correspond au plafond annuel de déductibilité des versements. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous pouvez verser autant que vous voulez sur un P1, mais en revanche l'État vous dit « Ok, mais la déduction on l'applique jusqu'à un certain montant, un plafond, et ce plafond correspond à 10% de ses revenus. » Donc dans le cas de Louis, il verse le maximum de l'année, c'est-à-dire 5 400 €. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va soustraire le montant de son versement, donc les 5 400 €, de ses revenus imposables, qui étaient, je le rappelle, de 54 000 €, ce qui fait que les revenus qui vont réellement être imposés, ça sera 54 000 moins 5 400, c'est-à-dire 48 600 €. Et donc, ça va engendrer un impôt sur le revenu de 8 174 €, c'est-à-dire une économie de 1 620 € sur les 5 400 qu'il aura versés. Voilà, pour ce cas particulier, on peut d'ailleurs réafficher peut-être un petit peu la slide en plein pot pour les gens qui voudraient avoir le temps de vérifier. Voilà, merci beaucoup. Concrètement, comment ça marche? Parce qu'encore une fois, cet exemple, il est parlant. Et en même temps, Tatiana, j'ai envie de dire, il ne faudrait pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant finalement dans le PER sur longue durée, c'est la façon dont les deux vont se cumuler, c'est-à-dire l'effort d'épargne plus cette déduction sur l'impôt sur le revenu vont donner un effet dans le temps cumulatif hyper intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, donc ça, Rémi, vous l'avez parfaitement bien expliqué. Donc quand vous versez sur un plan d'épargne retraite individuel, donc vous pouvez bénéficier d'une déduction d'impôt. Donc cet avantage-là... on va reprendre un exemple. Alors, je ne vais pas prendre 5 400, je vais arrondir. On va pas l'exemple de Louis, pas grave. Non, mais pour avoir un chiffre rond, on va prendre 5 000 €. En gros, si je reprends, qu'est-ce que l'administration fiscale me dit? L'administration fiscale me dit, si je verse sur un plan d'épargne retraite, je vais vous faire quelque part un différé d'impôt. Je vais vous dire que les sommes que vous avez versées, vous allez les déduire de vos revenus imposables. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et derrière, vous allez devoir me payer, me réimposer donc à la sortie. Donc en fait, vous avez un différé d'impôt. Et c'est là où ça va être intéressant parce que si je verse, par exemple, si je reprends l'exemple de 5 000 €, toujours avec une tranche marginale à 30%, donc là, qu'est-ce que je constate? C'est que mon effort d'épargne ne va pas être de 5 000, mais comme je vais avoir ce petit coup de pouce, j'ai envie de dire, l'administration fiscale, il va être de 3 500 €. Et oui. Donc je vais avoir une déduction d'impôt de 1 500 €. Et si je regarde, donc si je place cet argent sur un plan d'épargne retraite et que je regarde sur X années, donc là on a fait l'exercice au bout de 20 ans, qu'est-ce que je constate? C'est que ces 1 500 € que je n'ai pas payé d'impôt puisque je les ai mis sur mon plan d'épargne retraite, au bout de 20 ans, ils vont capitaliser. Donc je vais arriver à 3 285 €. Mon effort d'épargne, bien évidemment, elle aussi, elle va capitaliser. Donc sur 5 000 € placés, je vais récupérer 10 900 € donc, à la retraite. Ouais. Je voudrais revenir sur un tout petit point. Parce que j'ai dit qu'il y avait un différé d'impôt, qu'on va payer à la sortie, ça va être réimposé. Donc on se dit, c'est pas si intéressant du coup. C'est ça, on pourrait se dire, c'est pas intéressant. Donc déjà, le premier point, c'est cette capitalisation. Si je l'avais versé sur un autre produit qui n'avait pas d'avantage fiscal, j'aurais pas eu ces 1 500, mon effort d'épargne aurait été de 5 000 et pas de 3 500. La deuxième chose, c'est mon taux d'imposition aujourd'hui, quand je suis actif, n'est pas forcément le même à la retraite. Donc ça aussi, ça peut être bénéfique. Et les revenus chutent quand même, il faut le dire. Tout à fait. Sur une base des revenus qui peuvent être plus ou moins marqués, ça peut aller de 10 à 30% parfois. Donc ça peut être important, oui. Il faut l'avoir en tête. Donc ça peut nous faire changer aussi de tranche à la retraite. Et pour terminer, tu l'as aussi abordé, c'est que la souplesse à la sortie, on n'est pas obligé de tout récupérer en une seule fois. Donc il y a des moyens aussi pour limiter cette imposition. Donc voilà, l'intérêt, c'est vrai qu'on voit sur le long terme, sur 20 ans, comment le produit permet de se construire un capital. D'ailleurs, on voit, Tatiana,
encore trop souvent, moi je lisais un rapport qui montrait que le PER était un peu trop vu comme un simple produit de défiscalisation et que ce potentiel-là n'était pas tiré à son maximum, si je puis dire. Ouais, donc effectivement, il faut voir au-delà, même si c'est intéressant. On l'a dit, et c'est important aussi, c'était une question d'Angélique, comment gérer son PER à la sortie. Alors comment on récupère l'épargne investie sur son périn, que ce soit d'ailleurs, on les a un petit peu évoqués avec Rémi, que ce soit dans les phases de constitution ou dans les phases de restitution. Oui. Alors c'est vrai que quand on investit sur un plan d'épargne retraite, le premier point, c'est que c'est de l'épargne qui va être bloquée jusqu'à la retraite. Donc Rémi l'a indiqué tout à l'heure, on ne peut pas récupérer son épargne avant la retraite, sauf, donc le législateur a quand même prévu des cas de sortie anticipés. Vous avez 5 cas accident de la vie, j'ai envie de dire, donc c'est du décès, de l'invalidité, surendettement, etc. Vous les avez à l'écran. Vous avez l'achat de la résidence principale. Donc ce que je vous disais, le différé d'impôt, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, Rémi, c'est pareil. Hein, on a versé sur le PER, on a bénéficié de la déduction. Bah, cette fois-ci, c'est pas la retraite qu'on va devoir payer. Sauf que là, je suis encore actif, j'ai mon revenu qui peut même peut-être avoir progressé. Tout à fait. Donc attention à ce point-là. C'est pas très intéressant. Hein. Tout à fait. Oui. Alors juste pour préciser, dans les 5 cas d'accident de la vie, ce n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Il y a des prélèvements sociaux, mais ce ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu. Parce qu'on pourrait se dire, l'achat de la résidence principale, c'est soumis, peut-être que les cas de sortie, non. Ça, ce n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Heureusement, parce que c'est vrai que c'est des cas, vous l'avez dit, force majeure. Oui, ce n'est pas des cas qu'on souhaite que ça arrive. Et pour terminer, le dernier, donc, qui est nouveau de l'année dernière, c'est quand on a un titulaire qui est mineur, comme vous le savez, comme tu l'as dit, c'est que les majeurs. Aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir de PER à des mineurs. Donc si on avait, le législateur a prévu la possibilité de sortir, de débloquer ces contrats. D'accord. Oui, et c'est vrai que ça a été remplacé. Maintenant, il y a un nouveau produit, le PEAC, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ça, c'est pour quand je suis en phase de constitution. Puis arrive ce moment. La phase de retraite. Ça y est. Tout à fait. Donc là, la retraite, je peux débloquer. J'ai une épargne complètement disponible. Donc Rémi l'a indiqué. Donc on peut sortir sous forme de rente viagère. Donc plusieurs types de rente viagère sont possibles. Hein, il y en a 5 au sein du PER matelas. Vous pouvez aussi combiner et où. C'est ce que tu disais, hein, soit on prend de la rente viagère, mais je peux aussi récupérer des liquidités, du cash, du capital. Je ne suis pas obligée de récupérer tout en une seule fois. Je peux récupérer soit de manière fractionnée ou ponctuelle. C'est ça, les types de rente viagère, c'est sur la périodicité, le montant c'est quoi les options finalement? Alors, la rente viagère, il y a plusieurs types de rentes viagères qui peuvent dépendre. Soit ça va être de me dire, je ne vais pas toutes vous les citer, les 5, mais pour avoir une idée, ça peut être, je vais me dire, donc il y a une rente de référence, donc qui va être calculée en fonction de l'espérance de vie. Ensuite, on peut avoir des types de rentes qui vont se dire, au début, je vais avoir un petit peu plus, puis à la fin, un petit peu moins. Donc ça, c'est peut-être des clients qui vont se dire, je vais faire des voyages, par exemple, au début de ma retraite, où je vais anticiper que je vais avoir besoin de plus de revenus. Il y a un peu plus de besoin de voilà, tout à fait. Ou d'accord. C'est ça. Ou alors, il y en a d'autres qui peuvent se dire, je préfère quand même avoir un petit peu moins au début, et après, avoir un peu plus, parce que je me dis que plus je vais avancer, peut-être que j'aurai besoin. Risque de dépendance, risque d'aide à domicile, peut-être. D'accord. C'est des exemples de rente viagère. Ok. On s'est beaucoup intéressé au PER ce soir, au plan d'épargne retraite. On l'a vu, il y a des caractéristiques, à la fois l'avantage fiscal qui est intéressant, mais il y a le blocage. Et on a quand même reçu beaucoup de questions pour nous dire, mais finalement, est-ce que pour préparer sa retraite, il y a un autre produit, celui qu'on présente souvent comme le couteau suisse de l'épargne, le chouchou des épargnants, c'est l'assurance vie. Alors, si on devait faire un match, est-ce que c'est plutôt d'ailleurs un duel ou est-ce que c'est un duo ? Donc moi, si on me pose la question, je dirais que c'est un duo. Je donne déjà la réponse, et je vais expliquer pourquoi. Donc le plan d'épargne retraite, on a déjà tout expliqué, en long détail. Je ne vais pas revenir sur tout le détail du produit. La seule chose que je vais compléter, c'est que quand on verse sur un plan d'épargne retraite, j'ai une épargne qui va être dédiée à la retraite. Donc je sais que si j'ouvre ce produit, c'est pour ma retraite. L'assurance vie, c'est aussi un produit qui nous permet de nous constituer un complément de revenu à la retraite. Pas que, parce que ça peut être pour différents projets, transmission, achat, une résidence principale ou autre. Donc c'est une enveloppe qui est beaucoup plus large. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée. Et il y a
aussi une grande souplesse. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Donc là, vous n'avez pas d'épargne du tout bloquée. Vous pourrez la récupérer quand vous voulez. Oui. Donc c'est pour ça, je dirais, il y a des plus et des moins des deux offres. Donc ça va vraiment dépendre de vos besoins, de vos objectifs. On a bien compris sur le plan d'épargne retraite, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut bloquer de l'argent jusqu'à la retraite? Oui. C'est la première question à se poser. Après, éventuellement, regarder si on est imposable ou non. Ça peut aussi nous donner des indications. Tout à fait. Merci. Et à côté de ça, on a l'assurance vie. Donc, c'est vraiment deux enveloppes, je dirais, complémentaires. Donc, c'est pour ça que je disais duo et pas duel. Oui. C'est plutôt un duo. D'ailleurs, si je vais un petit peu plus loin, je vous ai montré tout à l'heure donc, les 5 000 €, ce que ça représentait, qu'on avait une déduction d'impôt. Ces 5 000 €, la déduction d'impôt me permettait d'avoir un effort d'épargne de 3 500, mais supposons que mon client il ait 5 000 € d'effort d'épargne. Donc, une solution qui pourrait aussi être faite, certains le font, c'est de se dire je verse 5 000 sur mon plan d'épargne retraite et cette économie d'impôt, parce que je l'aurai toujours, je la réinvestis sur une assurance vie. Et là, on a une complémentarité entre les deux. Pas mal ça. Effectivement, là c'est même plus un duo, c'est une symbiose. On avait cette question de Julien qui reprend un petit peu la mienne, qui est tombée en direct. Bonjour, à propos de la sortie, est-ce que vous pouvez, même si on l'a dit, on va y revenir, préciser un petit peu le côté rente ou d'un seul coup, est-ce qu'on peut changer de mode de récupération en cours de route? Alors est-ce qu'on pourrait, j'imagine peut-être la question de Julien, est-ce qu'on pourrait commencer par de la rente et puis au bout d'un an se dire finalement je veux le reste de mon capital, ou finalement est-ce que je peux peut-être débloquer 50% du capital et faire le reste en rente? Voilà, est-ce qu'on peut panacher ou est-ce que c'est quand même un peu bordé? Alors, on peut panacher, mais il faudra qu'il panache dès le début. Alors, je vais revenir sur le principe de la rente viagère, parce que c'est peut-être, on entend beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une rente viagère, c'est que l'assureur va verser un montant qui va être défini jusqu'à la fin de nos jours. Donc, en contrepartie du capital qu'on va quelque part lui confier, il va nous servir une rente. Donc le capital, on dit qu'il est aliéné. Donc on ne peut pas le récupérer, ce capital. Donc on ne pourra pas choisir en cours de vie de dire je ne veux plus de rente viagère et je veux récupérer mon capital. Donc pour la partie rente viagère, une fois que le choix est fait, il sera fait, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin. Tout le temps, quoi, définitivement. Tout à fait. Ouais. Alors, ce que j'ai dit, c'est que le capital est aligné, c'est jusqu'à la fin des jours. Par contre, ça veut dire que si on décède entre-temps, la rente, bien évidemment, va s'arrêter. Oui. On peut désigner des bénéficiaires de reversion de la rente viagère. Non, c'est ce que c'est perdu, du coup, non, c'est pas perdu, ça passe à des... Ça peut passer, mais il faut désigner un bénéficiaire de reversion au moment de la mise en place. Et à côté, il peut choisir du capital s'il le souhaite. Bon, effectivement, important de le préciser. Je vais vous faire un peu le top des questions qu'on a reçues. On a eu beaucoup de questions qui répondent, en tout cas qui font écho directement au titre du webinaire de ce soir. À partir de quand faut-il commencer? Alors, est-ce que c'est comme les albums de Tintin, de 7, alors peut-être pas 77 ans, mais est-ce qu'on peut... Alors, on a dit plus pour les mineurs, ça c'est terminé. Oui. Voilà, c'est donc 18 ans si on veut vraiment... Mais est-ce qu'on peut estimer, notamment au vu de l'impact fiscal, est-ce qu'il y a un sweet spot, enfin vraiment un moment sur lequel c'est intéressant de commencer? Alors, je peux commencer si tu veux compléter, comme tu veux. À mon sens, il n'y a pas d'âge, comme tu l'as dit, c'est à partir de 18 ans, il n'y a pas d'âge précis. Ça va dépendre des objectifs, des besoins et de la situation. Donc effectivement, les revenus, qu'est-ce qu'on est capable de bloquer, ce que je disais à la retraite. Après, on n'est pas obligé d'aller sur le plan d'épargne retraite. Comme on l'a vu, il y a aussi l'assurance vie, par exemple, qui a une épargne disponible. Donc pour moi, si je dois répondre à la question, il n'y a pas vraiment d'âge. Ça va vraiment dépendre, c'est plus le produit en fonction de ses besoins et de ses objectifs. On n'a pas forcément les mêmes objectifs à 20 ans qu'à 40, 45 ans. Oui. Rémi, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, effectivement. J'allais en ligne. En phase, la même chose, avec cette réponse. C'est-à-dire que surtout, c'est pas obligé que ça soit sur un plan d'épargne retraite, et notamment pour des jeunes, s'il faut déjà, sur un PER par exemple, la somme étant bloquée, il faut déjà constituer une épargne de précaution avant de se lancer ce type de produit. Après, si la question c'est à partir de quand je peux épargner pour ma retraite de manière générale, oui, effectivement, on va dire pas. Mais si on reprend ce que disait Tatiana, peut-être effectivement. Être peut-être sur une première phase d'assurance vie où là, il y a peut-être plus de souplesse. Et ce qui est intéressant dans cette question, c'est que j'ai l'exacte question à l'autre bout, si je puis dire. On a beaucoup de questions, de gens qui demandent, est-ce qu'il est encore pertinent d'ouvrir un PER à 40, 45, 50, 55? Rémi, est-ce qu'il y a un moment où pour le coup, c'est trop tard? Alors on a dit à la retraite, là c'est mort. À la retraite, c'est trop tard. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'à 55 ans, c'est encore temps d'ouvrir un PER?
Oui, il n'y a pas de raison. Après, ça dépend aussi de l'âge à laquelle on souhaite partir à la retraite. Mais si on prend même l'âge légal, 55 ans, ça laisse encore quelques années devant soi pour pouvoir épargner. Donc non, il n'est jamais trop tard pour commencer à prévoir sa actualisation et se préparer à un complément de revenu. Bon, voilà, c'est bien. Tatiana, pareil, là-dessus, rien à ajouter. Rien à rajouter. Beaucoup de questions aussi, et ça, je pense que c'est parce que, bah oui, là, le système est sans doute moins généreux, il faut se poser ces questions, de gens qui nous ont demandé, le PER est-il adapté aux auto-entrepreneurs? Voilà, quand on doit un petit peu prévoir, là, pour le coup, son effort d'épargne, son effort de retraite, est-ce que ça peut fonctionner? Alors effectivement, donc, comme tu l'as dit, en fait, le PER c'est ouvert à tous. Oui. Il y a, en étant auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, on a le droit à un plafond universel. Donc, on a un plafond de déduction du PER. Comme tu le disais, effectivement, quand on a on est sous ce type de régime, on est un petit peu moins protégé. Oui. Couvert pour sa retraite. Donc je pense, c'est vrai que le premier point, c'est important de se constituer un complément de revenu à la retraite. Après, il faut regarder, encore une fois, en fonction des objectifs, de la possibilité de bloquer les fonds. Le PER, oui. Après, il peut y avoir, comme on l'a vu aussi, d'autres produits. Donc de préparer sa retraite, je dirais oui. Le PER est une des solutions. Et d'une des solutions, voilà, tout à fait. Mais ça peut être une solution à regarder au cas par cas. Bon, toujours sur, et on l'a vu, l'intérêt fiscal, Jean-Philippe nous demande, et ça aussi, je pense que beaucoup de gens se posent cette question, le PER est-il intéressant même si notre taux d'imposition n'est pas élevé? Parce que là, on se dit, bah oui, on voit bien que cet effort d'épargne qui vient avec ces déductions d'impôt sur le revenu, c'est top. Mais encore faut-il que j'ai besoin d'une déduction de revenu. Tout à fait. Alors, à partir du moment où on a un taux d'imposition, on est imposé, on pourra avoir bénéficié d'une déduction d'impôt. Donc ça, c'est le principe. C'est vrai que ça peut être... La déduction est plus faible à partir du moment où on a un taux d'imposition plus faible. Si je pense au taux à 11%, bien évidemment, par rapport à ce qu'on va verser, ce sera 11% de déduction d'impôt. Donc c'est intéressant. Après, peut-être qu'il peut mixer aussi avec d'autres produits à voir en fonction de sa capacité et des besoins. Bon. Mais à partir du moment où on est imposé, on bénéficie de cette déduction d'impôt. Il y a un taux optimum, j'ai envie de dire, une tranche marginale d'imposition optimum pour le PER. Je dirais qu'il n'y a pas de tranche optimum pour pouvoir ouvrir un PER. À partir du moment où on est imposable, on bénéficie d'une déduction d'impôt. Le warning, je dirais, c'est attention de ne pas verser sur le compartiment déductible si on est non imposable. Donc il faudrait regarder, parce que là, ça pourrait être le double effet qui se coule. Je n'ai pas bénéficié de déduction à l'entrée, puisque j'étais non imposable. Et à la sortie, bon, on ne sait pas ce qu'il advienne, ce qu'il y en sera, on pourrait potentiellement être imposable, sachant qu'il existe l'option de non-déductibilité ou alors d'autres produits, comme on en parlait, l'assurance vie ou autre. On parle de l'assurance vie, mais il peut y avoir aussi d'autres produits pour préparer sa retraite. Bon, d'autres produits, et d'ailleurs Joël nous dit, je ne suis pas convaincu que ça vaille le coup cette histoire de PER, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir sur un PEA ou en bourse? Rémi? Après, au PEA le PEA peut être un outil aussi pour préparer sa retraite. On l'a dit un peu au début, finalement, on parle de retraite par capitalisation, c'est-à-dire se constituer un capital pour pouvoir s'en servir à la retraite. Par définition, le PEA rentre dedans. Oui, le PEA, en plus, permet une rente qui a aussi un avantage fiscal quand on le sort par rente. Donc, ça peut être un produit. Maintenant, de là à dire, le PEA, c'est plus intéressant que le PER, ça dépend aussi des objectifs. Le PEA, déjà, il n'y a pas d'avantage fiscal quand on verse. Première chose, alors que le PER en a un, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième chose, sur le PEA, on n'investit que sur des actions françaises ou européennes. Sur le PER1, on peut investir sur du support sécurité, mais aussi pas de risque. Investir aussi sur la bourse avec le PER. Tout à fait. C'est pas comme si on était coincé sur du support sécuritaire sur le PER. Exactement. Exactement. On peut aussi investir sur du support et sécuriser son épargne, ce qu'on ne peut pas faire sur un PEA. On ne peut pas la sécuriser quand on approche de la retraite. Mais on peut investir en bourse également sur le PER1. Justement, l'occasion peut-être de rappeler un peu ce système de sécurisation progressive de l'épargne. Parce que ça, je pense que les gens n'ont pas forcément en tête. Et c'est aussi, moi je trouve, sur le long terme, un élément qui joue en faveur du PER. Oui, le principe, il est très simple. Plus on est... L'horizon finalement de placement est long terme, plus on va s'orienter sur des actifs risqués, mais qui peuvent être performants. Donc en clair, si je suis à 20 ans de ma retraite, j'ai un horizon de placement donc de 20 ans avant que je le sorte. Donc on peut se permettre d'avoir une part de l'investissement très axée sur... Le temps joue avec nous, donc on peut prendre du risque. Exactement. En revanche, quand on arrive à 3 ans de sa retraite, pour cet exemple-là,
Là, on sait qu'on va bientôt avoir besoin de son argent pour le sortir en rente ou en capital. C'est pas tellement le moment de prendre trop de risques. Au contraire, il faut peut-être mieux sécuriser toute la performance qu'on a acquise jusqu'à présent. Les marchés peuvent être fluctuants. Il n'y a pas les unités de compte, je le rappelle, ne sont pas garanties. Il n'y a que le support euro qui l'est. Donc, on va avoir tendance à sécuriser vos avoirs jusqu'à même quasiment 100% à 2 ans de la retraite. Bon, et ça, effectivement, c'est important parce qu'on n'a pas envie tout d'un coup qu'un coup de torchon sur les marchés vienne rogner plus ou moins sévèrement l'épargne qu'on a mis patiemment de côté. Thierry nous demande, et c'est une question qu'on reçoit souvent quand on fait un webinaire sur le PER, est-ce qu'on peut encore alimenter le PER à la retraite ? Non, une fois qu'on est retraité, non. Par contre, on peut l'alimenter jusqu'à un âge assez avancé. Il n'y a pas de condition d'âge, je le disais tout à l'heure au démarrage. Mais la condition d'adhésion au PER, c'est de ne pas être retraité. Bon, voilà. Et pas de PER pour les retraités et on alimente plus son PER quand on est retraité. Il faut en profiter au bout d'un moment. Alexia nous disait comment s'assurer un capital pour la retraite sans bloquer son argent. Alors le blocage, ça l'embête, Alexia, et je pense que c'est aussi le cas de pas mal d'épargnants. Là, on nous dit quoi? On nous dit plus assurance vie? Bah oui, plutôt assurance vie que le plan d'épargne retraite. Puisqu'on, comme on l'a compris, c'est bloqué, sauf cas exceptionnel, jusqu'à la retraite. Bon. Stéphane nous dit quel pourcentage, on en revient aussi sur l'effort d'épargne, quel pourcentage de son salaire doit-on consacrer au PER en tant que jeune actif? Il y a un pourcentage précis? Non, il n'y a pas de pourcentage précis. Ensuite, ça, chacun l'apprécie en fonction de ses revenus. Je voulais juste insister là-dessus, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais les sommes étant bloquées, la première chose à faire, c'est déjà se constituer un capital. On parle, je crois, d'un jeune actif. Oui, c'est ça, exactement. Donc un jeune actif, on peut imaginer qu'il est en phase de constitution. D'abord, se constituer une épargne de précaution, voire aller sur l'assurance vie, et ensuite sur le périn. Maintenant, si on veut vraiment avoir un repère, on peut parler à peu près de 10%. C'est grosso modo ce qu'on peut peut-être cotiser dans nos salaires en tant qu'employeur, en tant que salarié, mais ça, après, chacun l'apprécie en fonction de sa situation. Il n'y a pas de pourcentage vraiment. Ouais. Et on revient sur ce qu'on disait, à savoir que peut-être que, en revanche, là aussi, le PER a un intérêt au-delà de son aspect défiscalisant. Il faut peut-être mettre un petit peu plus que sur cet aspect-là pour profiter de la réduction d'impôts. Aminata nous demandait comment préparer sa retraite quand on était une femme au foyer. Alors j'en déduis qu'il n'y a pas forcément de revenus. Et là aussi, je me dis, peut-être plus team assurance vie que team PER dans ce cas-là. Si on veut commencer avec, peut-être elle a de l'épargne, peut-être elle travaille maintenant Aminata, peut-être qu'on lui dirait plus d'aller sur l'assurance vie que le PER. Oui, c'est vrai qu'il faudrait un peu plus d'éléments. Oui. Alors on pourrait se dire plus assurance vie que PER. Après, peut-être qu'elle est mariée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle pourrait aussi avoir un père et on peut mutualiser les plafonds. Oui. Donc, je pense que ça nécessiterait quand même une étude plus approfondie. Mais il y a plusieurs solutions. Assurance vie ou PER en fonction de sa situation. Bon, voilà, vous pouvez ouvrir une assurance bourse-vie, une assurance vie bourse-vie, un PER matelas. De toute façon, c'est très simple, hein, Rémi? Oui. Pour l'ouverture. Bah oui. On a cette question de Nicole. Oui, on n'a pas parlé effectivement sur les versements en cours de vie du produit. Nicole nous dit, peut-on stopper les versements en cas de baisse du revenu? Comment ça se passe notamment sur Matelas? Il faut verser obligatoirement chaque mois? On peut s'arrêter? Comment ça fonctionne? Non, vous êtes libre. D'accord. Vous pouvez choisir de faire des versements tous les mois, et puis ensuite les arrêter, puis les reprendre, puis changer le montant quand vous le voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut faire des versements libres aussi, c'est-à-dire que des versements ponctuels, si on préfère gérer sa trésorerie, on va dire de manière précise, ou bien se dire non, je préfère avoir un effort d'épargne tous les mois. On parle de jeune actif, ça peut être une solution aussi, de se dire, voilà, tous les mois, je mets telle somme d'argent pour ma retraite. Mais on peut l'arrêter à tout moment, évidemment. D'accord, donc pas d'inquiétude. Et c'est vrai que, pour revenir sur cette question, c'était le cas sur les anciens contrats d'épargne avant 2019, où les indépendants notamment avaient une obligation de versement. C'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Et si on veut mettre en place ce plan de versement programmé, il y a un minimum sur Matelas? 50 € par mois. 50 € ou par 150 € par trimestre. Ou 150 € par trimestre. Voilà. On choisit la périodicité et puis le montant. On arrive au bout des questions qui avaient été posées. Est-ce qu'on a d'autres questions qui tombent en régie? Bon, écoutez, je pense qu'on a expliqué, en tout cas qu'on a répondu à la plupart des questions ce soir sur ce sujet de préparer sa retraite. Il y a plein de webinaires qu'on a déjà fait sur le sujet que je vous invite à regarder en replay avec Tatiana, avec Rémi, notamment pour détailler encore plus en détail l'aspect fiscal du PER et bien sûr
Et oui, on me dit en régie, le code, Laurent. Mais oui, le code offre EDUCFI25. Voilà, EDUCFI25 pour toute première ouverture d'un périn matelas avant le 31 mars. C'est 50 € offerts pour un versement initial minimum de 500 €. Et je vous laisse, voilà, ils ont remis la slide plein pot, c'est parfait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir expliqué si bien pour nous ce soir les différents mécanismes de préparation de la retraite et notamment le fonctionnement du PER. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Et de quoi on va parler demain pour le dernier webinaire de la semaine de l'éducation financière? Eh bien, vous retrouverez Marie-Laure Hardy aux manettes pour nous parler d'immobilier et d'achat de la résidence principale. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir là aussi sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée et à bientôt.